Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé de Frédéric Beigbeder. Comme le titre l'indique, le livre est sous forme de confession, et on aurait l'impression, quand on le commence, que c'est une manière pour Beigbeder de revenir sur ses erreurs du passé. Sauf que non, on s'aperçoit assez rapidement que c'est une sorte d'édito rallongé, qui va plutôt lui servir de moyen de s'épancher sur notre époque. Le premier chapitre, par exemple, se marie très mal avec le reste du bouquin, et je me demande s'il n'a pas été commandé par son éditeur pour ajouter un peu de soufre. Enfin, éventer le soufre, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu 1000 fois, pour que ça fasse le buzz, on va dire. Puisque le livre n'est pas très intéressant, les autres chapitres ne le sont pas vraiment, c'est une forme autobiographique où on va le suivre à la fois dans son addiction à la cocaïne, comment il l'arrête, et des petites phrases qui n'apportent pas grand-chose. Et dans ce sens, il m'a un peu rappelé celui de Virginie Despentes, Cher connard, qui était sorti et qui est un peu dans la même veine, mais chacun à sa place en fait. Celui de Despentes, ça va être le progressisme un peu, et celui-là, ça va être plutôt un côté réactionnaire. L'autre chapitre, le troisième, ça va être lui qui va aller dans un cloître pour justement réussir à arrêter la cocaïne. Et je trouve qu'en plus, rien que l'écriture, qui est très plate, on va pas dire le contraire, de Beigbeder n'a pas une écriture qui est reconnaissable. Justement, quand on le lit, on pourrait avoir l'impression de lire le dernier de Despentes. C'est juste qu'en fait, la plume sert à un discours qui est différent, mais sinon c'est un peu pareil, quoi. Et donc ce qui me fait rire, c'est que comme pour Nathan Dever, justement, ceux qui ont détesté Despentes parce que pour eux c'est le progressisme, c'est la gauche et tout, vont plutôt défendre Beigbeder, alors que pour moi, l'un comme l'autre sont plutôt emblématisent l'échec de l'édition actuelle, l'échec qui ne repose que sur des noms qui font vendre et qui servent un discours qui est le discours dominant dans les deux cas, que ce soit Despentes ou que ce soit Beigbeder, c'est ça, c'est le discours des dominants, leurs petites obsessions, leurs petits drames. Par exemple, je pense à Beigbeder, là, il va quand même trouver le moyen de nous dire que lui n'a pas été si privilégié que ça, alors qu'on sait qu'il vient d'une famille noble. Et il va nous dire aussi, enfin dans la même phrase, il va dire ça, et je vais vous citer le texte. Et dans cet extrait, on voit bien que le privilège qu'il a, enfin, je pense que cet extrait a été fait justement pour faire réagir. Il peut pas être con à ce point-là. Je pense que le souci de ce livre, c'est qu'il essaie de nous vendre un Beigbeder qui est naïf et qui est plein de bonnes intentions, mais je pense que c'est toujours le même Octave Parango, totalement bouffé de cynisme. Quand il va sur le plateau de CNews et qu'il dit « Oh, je pensais pas que les woks étaient comme ça, oh mon cher Pascal Praud, vous le disiez vrai depuis le début, mais je ne voulais pas vous croire et tout », il dit exactement la même chose dans son bouquin. Donc pourquoi tu dis ça ? Enfin, on sent qu'il a prévu, qu'il a écrit des choses pour que la réaction des féministes soit celle qu'elle a été, et pour se plaindre après et pleurnicher en disant « On ne peut plus rien dire en France ». Petit aparté, que les féministes réagissent comme ça, je trouve que c'est une connerie, parce qu'elles agissent exactement comme des cons comme Beigbeder pensent qu'elles vont agir. Donc elles devraient arrêter d'être éruptives, d'être dans l'interdiction, d'être dans la réaction. En faisant ça, on peut comprendre en fait pourquoi l'émotion, parce que Beigbeder escamote pendant tout le livre le fait que justement il ait fait partie de cette domination qui a pu mettre en place des mecs comme Matzneff, qui ont pu avoir une domination qui est masculine, on va pas dire le contraire, mais je pense quand même que le genré serait une erreur. Je pense que c'est une domination bourgeoise. Je pense que les nanas de Elle ont aussi permis des mecs comme Matzneff, même si c'est peut-être pas Matzneff, mais des photographes par exemple comme Terry Richards, ou je sais pas comment il s'appelle. Et donc qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils puissent avoir une part de responsabilité, c'est une chose, c'est pas grave. Moi, qu'il soit irresponsable, je m'en fous, mais qu'il aille pas pleurnicher après en disant que oh oui, moi j'ai pas fait ça, moi vous savez j'ai été féministe avant les autres. C'est ridicule. Quand en plus il y a la scène, il parle de la scène justement où c'était
une nana qui a été violée par PPDA qui est venue se plaindre dans son bureau quand il était son éditeur, et qu'apparemment il y avait Houellebecq aussi dans le coin, et qu'elle lui a dit qu'elle avait été violée, et que lui aurait éclaté de rire, et que Houellebecq aurait dit oui, bon, PPDA, on le connaît, il est comme ça. Moi, je trouve pas que leur réaction soit choquante, en fait. Alors qu'ils l'assument. Parce que là, dans le livre, il ne l'assume pas. Il dit « ça n'a jamais pu être possible, puisque Tristan Banon m'a aussi avoué son viol et que je n'ai pas réagi comme ça. » Sauf que c'était dans les années 2005, et que c'était une époque qui était comme ça, qui a été hyper sexualisée. Enfin, je veux dire, cette réaction, quand je l'ai lue, pas dans son livre, mais quand je l'ai lu de l'avenant de la femme, je me suis pas dit « oh, Beigbeder et Houellebecq sont des immondes connards ». Je me suis dit « c'est des hommes de cette époque-là qui soient beaucoup plus... Tu vois ce que je veux dire, la tendance porno chic et ce genre de truc, tu vois. Que c'était un truc de mode, un truc de culture, un truc... Que tout était très comme ça, en fait. Quand tu regardes les séries, genre Nip Tuck et ce genre de trucs, c'est vrai qu'il y avait... Bon, maintenant, il y a toujours des trucs très cucu, mais tu vois, il me semble que les années 2000, c'était quand même une époque où ils étaient... Justement, c'est ce qu'il décrit dans 80... Ouais, voilà, c'est ce qu'il décrit dans 99 francs. Et s'il était resté sur cette ligne-là, et qu'à la limite, il se serait excusé... Enfin, on aurait pu le comprendre. Je veux dire, moi, le personnage d'Octave Parango, je trouve pas que c'est le meilleur livre au monde, mais d'un côté, il nous fait tous un peu marrer, quoi. Il nous fait marrer parce qu'il est cynique et parce qu'il parle de tout ça, et il parle d'une manière plus juste. En fait, ce que j'ai l'impression en lisant ce livre, c'est que Beigbeder a très mal vieilli, que ce soit par rapport à la drogue ou que ce soit par rapport au wokisme. Je trouve qu'il était plus cool avant. C'est la seule leçon que je tirerais de ce bouquin, quoi. Donc je reviens sur le texte. Bon, d'une part, le texte n'a pas grand-chose à être souligné, parce que je pense que c'est encore plus mauvais que Despentes. C'est un édito, c'est ce que je disais, c'est un billet d'humeur. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné. J'ai eu l'impression de lire un billet d'humeur venant de la bourgeoisie, que ce soit Elle, le magazine Elle. Je sais que j'en parle beaucoup, mais j'ai été abonnée et j'ai toujours l'habitude de feuilleter. Et je sais que c'est une mauvaise habitude, c'est un truc de rageux un peu, mais bon, bref. Et donc, quand je le lis, je vois tout le temps le même discours. Et quand je regarde la téloche et que parfois on zappe sur CNews ou même sur BFM, c'est le discours à chaque fois dominant. Ce discours qui fustige les réseaux sociaux, qui fustige le fait que maintenant n'importe qui peut s'exprimer, le tribunal médiatique et ce genre de conneries. Enfin, une ligne Badinter, que je vais dire, pour que d'un côté ce soit... C'est ça, je pense, c'est une ligne Badinter, Elisabeth Badinter. C'est-à-dire un vieux féminisme, que ce soit d'homme ou de femme, un vieux féminisme bourgeois, et qui vit dans le passé, et qui s'accroche aux quelques petites avancées qu'ils ont pu aider à faire. Et donc Beigbeder, j'ai l'impression qu'il est sur cette ligne-là, qu'il est sur ce truc de... On ne peut plus rien dire, on a fait quand même pas mal, donc... Moi, j'ai aidé, c'est ce qu'il dit, j'ai aidé des femmes, justement, il parle de Tristan Banon et tout, et je trouve que c'est vachement signifiant le fait que la victime qu'il dit qu'il a aidé et qu'il a soutenu, c'est Tristan Banon, qui est exactement dans la même ligne, la droite ligne du ok, les hommes peuvent être des agresseurs, mais il faut pas tous se les mettre dans le même sac et tout. Est-ce qu'il y a un message qui est entendable, mais en fait, on voit que derrière, il y a quelque chose d'autre qui se cache quand il dit ça. Qu'est-ce que ça cache ? Le truc, c'est qu'elle parle beaucoup du tribunal médiatique, elle aussi, je crois, du fait qu'elle n'était pas vraiment pour MeToo, il me semble, parce qu'elle trouvait qu'il pouvait y avoir des têtes coupées et ce genre de choses, tu vois. Mais le truc, c'est que je crois qu'elle parle du fait, tu vois, qu'il faut aller porter plainte et ce genre de trucs, et qu'il faut que la justice s'en occupe. Mais le problème, c'est que ça admet pas... Justement, enfin, comment Beigbeder, qui cite les statistiques, qui dit que seulement 0,6% des violeurs vont être condamnés pour leur viol, comment ils peuvent voir ça ? Ils voient en fait les chiffres, ils voient que, en gros, tu portes plainte, tu fais face à la justice et rien ne se passe, et en même temps fustiger les femmes qui dénoncent sur les réseaux sociaux. Comment ils peuvent pas voir que c'est le seul truc qu'elles peuvent avoir, tu vois, en gros, le seul... chose qui leur permet de justement témoigner de ce qui leur est arrivé, puisque les flics sont mal formés pour les recevoir, ne peuvent pas... Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, oui, et en parlant de Tristan Banon, si justement il avait assumé le fait qu'il n'a pas cru l'autre femme qui s'est plainte à lui, on aurait pu comprendre. Quand je parle de trucs hyper sexualisés, c'est aussi une époque qui ne croit pas vraiment la parole des femmes et qui se moque un peu d'elle. Justement, Tristan Banon, on s'est beaucoup foutu de sa gueule à l'époque. Avec les Guignols, il y avait Tristoun Banon et tout, quand elle a accusé DSK. Donc, qu'il ait réagi en pouffant,
qui peut être en plus un pouffement de gêne, de malaise, bah, c'est compréhensible, assume. Tu dis que ça s'est pas passé, et en plus tu remets vachement en doute la parole de la nana, comme un flic le ferait en fait. Il dit oui mais je comprends pas pourquoi elle m'aurait dit ça de cette manière-là, je pense qu'elle ne l'a pas dit d'une manière aussi claire que quand je l'ai revu après quelques années en 2022 et qu'elle m'a accusé comme ça. Je vais pas utiliser son nom. Il se sert d'une prétérition en disant je ne vais pas utiliser son nom pour ne pas qu'elle subisse ce que moi elle m'a fait subir. Enfin sous-entendu en le dénonçant, ça a été une violence, et on a l'impression qu'il la met presque au même point que la violence qu'elle a subie venant de PPDA. Donc je trouve que c'est assez maladroit, j'espère que c'est juste maladroit de sa part de faire ça. En fait, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur ce livre, et en même temps, il n'y en a pas beaucoup non plus. Si, en fait, on le lit d'une lecture féministe, on ne peut que s'énerver, comme ce que je suis en train de faire. Mais en tant que littéraire, bah, d'un autre côté, ce qui m'énerve plus presque que ça, parce que finalement ça c'est des discours qu'on entend tous les jours à la télé, bah, c'est le fait que ce livre soit édité alors qu'il est faible, qu'il est pauvre, qu'il n'y a rien, que c'est, comme je disais, juste un billet d'humeur qui est rallongé à la sauce Bec BD et qui sert que des pauvres phrases très courtes qui ne vont ne servir qu'à parler de lui finalement, de lui qui est une victime, de lui qui arrête la coque. Même quand il dit ça, il n'apporte rien sur le sujet. C'est comme des pentes, quand j'en parlais, elles non plus n'apportaient rien sur le sujet. Si c'est juste pour dire que c'est difficile d'arrêter, ben on le sait ça, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit, tu vois. On le sait, on n'apprend rien. Et puis pour faire un message vraiment très, je trouve, même sur ça, il est presque réac. Oui, c'est vrai que la drogue tue et tout, mais je trouve qu'il a un discours vraiment trop dans la repentance qui paraît presque hypocrite finalement. Et le fait qu'il aille, par exemple, dans le cloître, ça me fait penser au livre de Houellebecq. C'était, je crois, c'était dans Soumission, je crois qu'il y avait un François, l'universitaire, qui va lui aussi dans un cloître. Mais là, c'était montré d'une manière beaucoup plus intéressante, finalement, parce qu'il prenait le temps de le mettre en scène. Là, il en parle, mais c'est vraiment difficile de voir ça différemment qu'un journal intime. J'ai l'impression que c'est un mauvais journal intime où il dit oh oui, alors à 18h30 il y a eu les vêpres et puis voilà, et puis le père Nania il a chanté, et puis moi ça m'a fait penser à la boîte de nuit que peut-être je devrais chanter comme ça. Enfin c'est pas intéressant. Et déjà son dernier roman, je me rappelle que c'était je crois celui avec un smiley en couverture, le titre ça devait être L'homme qui éclatait de rire ou qui pleurait de rire ou je sais plus. Je me rappelle que je m'étais dit, bon, je n'irai plus, parce qu'en gros, j'ai jamais trouvé ça très intéressant, mais celui-là, j'avais trouvé qu'il était vachement pénible et que c'était déjà un peu ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous, enfin, que lui, Nathan Dever, cette petite clique, essaie de reprendre un peu un côté Houellebecquien, mais sans s'en donner les moyens. Et en fait, je pense qu'il peut y avoir une littérature réac qui peut être quand même divertissante. Je veux dire, on s'en fout qu'il soit de droite ou de gauche. Peut-être que là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé sur le fait que c'est un bourgeois qui pleurniche sur son sort et que c'est un peu du foutage de gueule, mais il pourrait le faire d'une manière qui est intéressante, d'une manière qui est originale. Or, il ne le fait pas. Par exemple, quand il cite Coleman Silk dans, je crois, au début de son roman, et qu'il dit « Ah oui, je suis comme Coleman Silk », qui est le personnage de La Tâche de Philip Roth dont j'avais parlé il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est comment tu peux citer un personnage d'un livre comme ça qui est super bien écrit et te mettre dans la même peau. C'est pas parce que vous vivez la même chose que tu as pris le temps, comme Philip Roth, d'écrire une œuvre qui est vraiment poétique, qui est vraiment qui réfléchit sur les mutations de son époque à travers la polyphonie de personnages. En fait, ce qui est intéressant chez Roth, c'est qu'il y a plein de personnages, plein de voix, et finalement, ce que pense Roth, on s'en fout. Et on ne l'apprend pas, on ne sait pas s'il trouve que c'est bien ou pas bien la chasse aux sorcières. On suppose que c'est plutôt dénoncé dans le livre, mais à aucun moment on a un personnage, enfin à aucun moment on a vraiment une indication sûre. Sauf que toi finalement, Bec BD, tu es tellement omnibulé, tu le dis, tu le reconnais toi-même, tu es tellement narcissique que tu prends pas le temps d'écrire sur d'autres personnages. Et c'est ça qui est nul dans toutes ces autofictions de merde qui sortent actuellement, que ce soit Édouard Louis ou Frédéric Bec BD, c'est que vous ne prenez même pas la peine d'écrire sur les autres personnages, sur les gens qui vous entourent. Pourquoi t'écris pas sur tes filles ? Tu t'en sers que comme prétexte pour diaboliser un peu les féministes qui ont osé taguer ta bagnole et ta façade.
Je comprends que ce soit violent, mais toi, te servir de tes enfants que pour te victimiser, je trouve que c'est dommage. T'aurais pu justement les mettre en scène. Ça peut être intéressant de voir ta vie de famille, de voir comment le Big BD de 60 ans, ou je sais plus quel âge tu as, vit de manière matérielle, je veux savoir le cacao qu'elles boivent, tes filles, je veux voir ta femme, quelle marque de Tampax elle met, ce genre de trucs, de petits détails. Je sais que ça a l'air trivial comme ça, mais c'est ça qui donnerait un côté réaliste, en fait, à ton truc, qui sortirait du Big BD qui pleurniche sur les woke et sur le fait que la drogue arrêtée, c'est difficile, et qui en ferait une véritable œuvre. Que ce soit une confession ou pas, tu peux faire une confession, te moquer justement de la forme de confession pour en faire quelque chose qui serait romanesque tout de même. C'est pas parce que c'est une confession que ça doit abandonner le roman. Un autre truc qui me chiffonne, c'est qu'il y a beaucoup de phrases, j'ai vu dans les interviews, qu'il répète d'une manière totalement à la virgule près en fait. Comme si elles avaient été écrites juste pour être des sortes de slogans qu'on répète sur CNews. Et donc la question que je me demande, que je me pose, c'est est-ce que finalement, sous ces airs, comme je disais, naïfs, il n'est pas toujours ce parango, ce publicitaire qui vend la même soupe, qui vend une soupe à un public précis. Ici, ce sera les réacs qui en ont marre quand même, parce que MeToo, on en a soupé et ce genre de trucs. Et en fait, il arrive à faire ça, quoi, à faire un produit. C'est un produit qu'il a fait. C'est comme Dépente, finalement, qui a fait un produit pour le public de Dépente. Ça sera ceux qui regardent Quotidien ou ce genre de trucs. Là, c'est ceux qui regardent non, quand même pas Valeurs Actuelles, mais CNews, je pense, ouais. Le Figaro, ouais. Et comme je disais, le fait qu'ils se plaignent d'avoir reçu une fessée ou d'avoir été une victime, en fait, encore une fois, je pense que ce qui a pu déranger ou choquer les personnes, c'est le fait qu'ils le disent, qu'ils soient assertifs dans ça. S'ils l'avaient mis en scène, sans le dire finalement, s'ils nous l'avaient fait éprouver, le fait que lui aussi était une victime, on aurait beaucoup plus envie peut-être pas de le plaindre, mais en tout cas de s'intéresser à ce qu'il a à nous raconter, de compatir. Il nous empêche de compatir en revendiquant un statut de victime, tout en se moquant d'Annie Ernaux en disant « Oui, moi, je pense qu'on ne doit pas être une éternelle victime ». Donc c'est du foutage de gueule. Tout ce qu'il dit, finalement, c'est « Moi aussi, je suis une victime ». C'est la ligne du roman. Tu ne dois pas le dire, en fait. C'est ça qui est ridicule. Dire que tu es tout le temps une victime de cette manière. Parce que d'une part, je pense que si la seule chose, le seul traumatisme de ta fille, de ta vie, c'est une fessée cunue donnée par un prêtre dans une école privée, je comprends que ça puisse être désagréable, mais il y a un putain de taux de privilèges quand même qui s'en rendent pas compte. Je trouve que c'est abusé. Je veux dire, par exemple, cette fessée, c'est pas son père qui lui aurait donné, ou sa mère à répétition, ou ce genre de choses qui ferait que vraiment ce serait un enfant battu, ou ce genre de truc. Là, c'est un prêtre qui lui a donné dans une école privée. C'est juste une manière de montrer que n'importe qui peut être victime. Et si n'importe qui peut être victime, on peut niveler. C'est-à-dire que plus personne ne l'est vraiment. C'est ça, je pense, qu'il essaye de faire à travers ce livre. Mais je pense que les niveaux de victimerie, on va dire, ne se valent pas forcément. J'ai pas envie de faire des échelles et tout, mais il a été quand même privilégié pendant une grande partie de sa vie. Et c'est ce que je dis dans l'extrait, là, je sais plus si c'est celui que j'ai déjà cité ou pas. Le fait qu'il veuille pas reconnaître qu'il ait été un privilégié, et qu'il dit oui, j'ai dû travailler finalement pour être là où j'en suis, c'est le message qu'il dit. C'est vraiment qu'ils disent j'ai dû pondre des articles, pondre des livres, réaliser des films pour être là où j'en suis. Mais c'est quand même du gros foutage de gueule, parce que n'importe qui ne peut pas pondre des articles, pondre des livres, pondre des films. Et ça n'a aucun rapport avec le talent, parce qu'il n'en a pas vraiment, Big BD. Donc ça veut dire que parce qu'il était ami justement avec Chalumeau, dont il parle, avec Manœuvre, avec tous ces gens du petit milieu culturel, avec qui il tape des traces sur des pare-brises de bagnole, forcément que ça t'ouvre des portes. Si tu as étudié dans le même lycée que d'autres gars qui après vont pouvoir te permettre d'entrer dans un truc de pub, et que tu vas pouvoir après parler du milieu de la pub à travers un roman, ce qui va t'ouvrir les portes de l'édition, n'importe qui ne peut pas, quoi. Donc c'est sur ça, c'est le truc sur lequel j'ai envie de finir. Finalement, je sais que ce que je vais dire là, ça va être contradictoire avec le fait que j'ai fait une vidéo avec lui, mais je pense que ça sert à rien finalement de s'attarder sur ça. C'est juste un mauvais livre. Que Big BD pense ça, on s'en fout finalement. Que ce soit lui ou Pascal Praud, il y en a plein qui pensent ce genre de truc. C'est une pensée banale, une pensée non creusée, une pensée qui manque d'originalité,
Et comme j'ai déjà dit, s'il avait pris le temps de la mettre en scène, que ce soit à travers un roman ou même à creuser sa propre vie, ça en aurait fait un roman intéressant, qu'il soit réac ou non. C'est pour ça que c'est un livre raté. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. C'est combien de temps? Le rouge.